Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Mythes et Légendes. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, sur Twitter ou même ceux qui sont sur mon Discord, vous n'êtes pas sans savoir que récemment j'ai décidé de me mettre à League of Legends et que j'adore ce jeu, je vais pas vous mentir. Mais au-delà du jeu et de tout le sel que vous connaissez à ce sujet, il y a un lore extrêmement fourni dans l'histoire de League of Legends. Ce qui fait que du coup aujourd'hui je vais vous parler de cet univers. Mais ne partez pas si vous ne connaissez pas League of Legends, cela n'est vraiment pas nécessaire de jouer au jeu pour pouvoir apprécier le lore, parce que le lore n'est même pas vraiment foncièrement utilisé dans le jeu. Donc si vous n'aimez pas League of Legends, restez quand même, car vous allez voir, l'histoire de Runeterra et du monde de Valorant est extrêmement fournie, et vous ne regretterez vraiment pas d'avoir regardé la vidéo pour découvrir un nouveau lore qui est particulièrement intéressant. Pour pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de l'univers de LoL, ça va être un petit peu comme les autres vidéos que j'ai pu faire sur d'autres univers, notamment le Seigneur des Anneaux. Il faut que je vous fasse une vidéo un petit peu plus globale, du coup de ce à quoi ressemble ce monde. Et pour ce faire, moi la vidéo que j'ai choisi de faire et le parti pris que j'ai choisi de prendre, c'est de vous montrer les différentes régions, leur situation géographique et surtout un petit peu leur histoire très rapidement pour savoir les différences entre chacune. Ensuite je ferai des vidéos probablement sur chacune des régions en détail pour raconter leur histoire, quelles sont leurs mentalités, par quoi ils sont passés. Mais du coup j'ai quand même besoin de cette vidéo pour que géographiquement vous puissiez situer tout ça et comprendre un petit peu les enjeux de pouvoir. Et évidemment, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ferai d'autres à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Du coup pour cette vidéo, je vais commencer par les régions en commençant par l'ouest, le nord. On va aller vers l'est en restant au nord, ensuite on va descendre au sud-est et on va aller au sud-ouest. C'est un petit peu comme ça qu'on va faire, comme ça ce sera le plus simple. On commence de ce fait par le royaume le plus au nord, à savoir Freljord. Cette région a un climat froid et inhospitalier, ce qui fait que chaque personne ou créature née sur ces terres n'ont d'autre choix en réalité que de devenir des guerriers et des survivants pour s'en sortir. Ce pays fut ravagé il y a de cela plusieurs années par une guerre se déroulant sur tout le continent de Runeterra, détruisant les alliances du passé entre les sœurs Avarissa, Serilda et Lysandra. Les conséquences de cette guerre furent qu'un hiver rude s'installa à Freljord, jusqu'à nos jours, sans jamais s'interrompre, et que la survie là-bas devint extrêmement difficile. Les différentes tribus indépendantes de Freljord finirent par s'allier progressivement sous la bannière des trois héritières des premières sœurs, à savoir Ashe, la reine des Avarossans, la tribu la plus importante de Freljord, Lysandra qui dirige les gardiens du givre, et enfin Sejuani, la chef des griffes hivernales. Ashe reste la dirigeante principale de Freljord, et une guerre presque continue l'oppose, elle et son peuple, aux gardiens du givre et aux griffes hivernales. Ces dirigeantes ont la faculté d'être des personnes d'exception, car seuls ce genre d'individus peuvent atteindre les sommets de par le climat de Freljord. Les guerriers de la griffe hivernale ont également tendance à s'aventurer en dehors des limites de Freljord pour se battre sur les terres de Demacia ou même de Noxus. Le climat reste profondément tendu entre les tribus de la région et cela menace encore d'éclater très prochainement. En parlant de Demacia, cela fait une très bonne transition pour passer sur cette région. La mentalité principale est celle de l'honneur, du devoir, de la justice et de la fierté de leur pays. C'est une région très isolée du reste du monde et une politique extrêmement violente est menée par l'armée et la royauté pour supprimer toute trace de magie. C'en est presque ironique quand on sait que la capitale de Demacia a été créée pour être une protection contre la magie suite à la guerre runique. Cependant, la pierre utilisée pour la construction sert en réalité de catalyseur, ce qui est très avantageux pour les mages et les utilisateurs de magie. C'est grâce à ça que Silas peut organiser sa révolte beaucoup plus tard et aider les mages martyrisés par Demacia à s'échapper. Durant ces révoltes, le roi Jarvan III est mystérieusement assassiné, et une fois les tensions calmées et les mages accompagnés de Silas partis, Jarvan IV, son fils, monte sur le trône. Cependant, les autres familles nobles de Demacia n'approuvent pas pour la majorité cette succession, ce qui rend difficile le règne de Jarvan. Le royaume s'isole de plus en plus et les alliés en dehors des frontières se tournent vers d'autres royaumes pour les protéger. Demacia semble donc rester en retard par rapport à l'évolution du reste du monde. Le royaume se plaçant comme étant le plus grand ennemi de Demacia est l'empire expansionniste de Noxus. Ce pays est vu comme violent, brutal et agressif, basant ses valeurs sur la force physique brute.
Avant de s'unir sous un seul étendard, les tribus noxiennes étaient éparses, brutales et violentes, et elles ont fini par se rejoindre pour pouvoir s'opposer ensemble au royaume frontalier qui essayait de les envahir. Cela leur a permis de survivre et de conquérir de nouvelles terres, ce qui a fait gagner cette réputation à Noxus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Noxus, le statut social que l'on obtient à la naissance ne définit pas ce que l'on sera, car le respect et le pouvoir est gagné par la force ainsi que les exploits guerriers. Contrairement à Demacia, les mages et personnes capables de pouvoir manipuler la magie sont tenus en haute estime et recherchés pour rendre plus puissant l'Empire. Continuons vers l'est pour nous retrouver à Ionia, un pays isolé au milieu de la mer, sans voisin avec une frontière terrestre. Le royaume de Ionia est constitué de plusieurs provinces alliées, situées sur un grand archipel appelé Terre Première. À Ionia, la magie y est très puissante, ce qui fait que la limite entre le monde matériel et spirituel est très fine. Les habitants de ce pays y vivent malgré tout en paix et prospèrent. Ils sont protégés par les moines guerriers, les milices provinciales et les armées de Ionia, et cela suffit pendant des millénaires à garder leur sécurité. Cependant, cela ne dure pas et Noxus lance une invasion de grande envergure il y a de cela 12 ans sur les terres premières de Ionia. Cette guerre dura longtemps et se conclut par la victoire de Ionia au prix de très nombreuses morts des deux côtés. La paix établie après ces événements est cependant très fragile et la guerre a eu des répercussions terribles. Cette guerre engendra des tensions à Ionia, opposant les moines Shojin et les Kinku qui voulaient retrouver leurs valeurs d'isolement et de pacifisme, et la fraternité Navori ou l'Ordre de l'Ombre, qui demande la militarisation de la magie pour pouvoir devenir une nation puissante capable de se défendre, et surtout de se venger de Noxus. Dirigeons-nous maintenant au sud de Ionia pour tomber sur Bilgewater. Situé dans l'archipel des îles de la Flamme Bleue, le nom de Bilgewater désigne en réalité la ville, qui abrite en son sein des pirates, des pêcheurs de monstres marins et des contrebandiers. Bilgewater est un endroit où se retrouvent les criminels et fugueurs qui souhaitent se refaire une vie ailleurs. Ici, personne ne viendra les chercher ou les questionner sur leurs actions passées, ce qui s'accompagne en réalité d'une grande dangerosité dans cette ville. En effet, on retrouve souvent des personnes tuées flottées dans la mer au petit matin, la gorge tranchée et les poches vides. Les lois sont très flexibles et avec un peu d'argent on peut obtenir ce que l'on veut comme des technologies de contrebande ou des objets Hextech par exemple. Récemment, Gangplank, le roi des pilleurs de Bilgewater, a été renversé par Sarah Fortune, dit Miss Fortune, ce qui fait que la ville est dans une situation assez instable, plusieurs chefs et capitaines du crime essayant de prendre le commandement de la ville. Bilgewater est finalement la ville et le royaume le plus connecté au reste du monde et où la loi ne règne pas. Au sud de Bilgewater se trouvent les îles Obscures, des terres maudites où vivait auparavant une civilisation puissante et noble, connue sous le nom d'îles bénies. Un événement terrible advint malgré tout il y a 1 millier d'années, alors qu'un cataclysme magique s'abattait sur le royaume, faisant converger l'un vers l'autre le monde physique et le monde spirituel, n'en faisant plus qu'un. De nos jours, une brume noire recouvre les îles et tout sur place est souillé et maudit par la magie noire, tout comme les anciens habitants. Si quelqu'un décide de s'approcher de trop près des îles, il verra son énergie vitale drainée hors de son corps, attirant les esprits des morts vers lui. Dans le cas où la personne est trop aventureuse et décide de poser son pied sur la terre, il se retrouve condamné à errer sur les îles sans jamais pouvoir s'en sortir ni y échapper. Au-delà de la menace que représentent les îles obscures pour les personnes qui s'en approchent de trop, le pouvoir de ces îles semble s'étendre de plus en plus vers les autres régions. À l'ouest se trouve le royaume d'Ixtal, dont la population maîtrise la magie élémentaire. Ils furent confrontés au néant, mais également au Darkin par le passé, dont ils survécurent à chaque fois, s'enfuyant dans la nature sauvage d'Ixtal, dans une très vieille forteresse pour se réfugier. De nos jours, les Ixtali prospèrent isolés du monde extérieur dans la cité archéologique d'Ixaokan depuis des millénaires. Ils ont assisté également à la chute des îles bénites et aux guerres runiques qui ont traumatisé Demacia, ce qui fait qu'Ixtal refuse de donner accès à leur pays aux autres factions, craignant le danger qu'ils ramènent. Au nord d'Ixtal se trouvent les deux villes de Piltover et d'Ozone, dont l'histoire est très étroitement liée. Piltover est appelée la Cité du Progrès, et de par sa science et ses progrès scientifiques importants, l'influence de Piltover au travers du monde est profondément importante. Piltover, de par sa localisation centrale à Runeterra, est positionné comme le point de convergence de toutes les flottes de vaisseaux. L'art et la science trouvent financement à tout moment dans cette ville, et la technologie Hextech attire de par le monde entier les plus grands scientifiques qui souhaitent pouvoir étudier le savoir de Piltover. En bas des falaises glorieuses de Piltover se trouve Zone, la ville basse. Auparavant, les deux villes ne formaient en réalité qu'une seule, qui de par leurs différences importantes se trouvèrent à former deux nations uniques.
Bien que visuellement Zone est recouvert d'un brouillard gras, semble sale et lugubre, elle fleurit énormément avec l'aide de Piltover, les deux villes vivant en symbiose. La majorité des marchandises qui rentrent à Piltover se trouvent finalement sur le marché noir de Zone, et les scientifiques se sentant trop restreints par les lois de la ville haute, peuvent facilement aller dans la ville basse pour mener à bien leur expérience. De par ces expériences menées et ces très nombreuses technologies non supervisées, les quartiers de Zone sont extrêmement pollués et malfamés, les résidus toxiques coulant le long des murs sombres de la ville. Malgré ça, les habitants réussissent à prospérer, ayant un esprit très travailleur et dynamique. Continuons plus au sud-ouest, dans le grand désert du royaume de Shurima. Par le passé, Shurima était un pays fleurissant et prospère, s'étendant sur le continent entier. Les dieux guerriers de l'Ost des Transfigurés réussirent à allier les peuples du Sud pour les unir sous un seul étendard, instaurant une paix durable. Le peu de rebelles qu'il pouvait y avoir présentant une menace pour cette paix était immédiatement exécuté. Cependant, plusieurs millénaires plus tard, l'échec de la dernière ascension du dernier empereur de Shurima entraîna la destruction de la capitale du royaume. De nos jours, les habitants de Shurima vivent en petites tribus dans le désert. Certains travaillent en tant que mercenaires pour se faire un peu d'argent avant de retourner se cacher dans le désert, et d'autres décident de s'installer autour des oasis, fouillant les ruines à la recherche de trésors. Au fond de leur cœur, les habitants de Shurima rêvent en secret le retour de leur empereur Azir, qui restaurerait la grandeur de leur royaume. Enfin, tout à l'ouest se trouve Targon, qui tient son nom du mont Targon, le plus haut sommet de la plus haute chaîne de montagnes de Runeterra. Pour pouvoir atteindre le sommet, il faut passer par des endroits extrêmement dangereux, et seuls les plus doués et les plus déterminés peuvent y accéder. On trouve dans ce royaume deux ordres importants, à savoir les Solari et les Lunari. L'un adore le soleil et l'autre la lune. Les Solari chassent les Lunari car ils ne croient qu'en la vénération du soleil, contrairement aux Lunari qui pensent qu'un équilibre doit exister entre le soleil et la lune. Avant de finir cette vidéo, il faut que je vous parle du coup des deux dernières régions qui ont une disposition géographique assez particulière, à savoir Bendel et le Néant. Pour Bendel, sa position géographique change tous les jours, et pour le Néant, c'est assez simple, il n'existe pas sur la carte de Runeterra. Bendel est le royaume des Yordle, dont le chemin pour y accéder est sujet à beaucoup de débats. Ceux qui prétendent y être allés parlent d'avoir emprunté un chemin invisible, les ayant menés vers une terre magnifique, imbibée de magie ne se trouvant pas dans le monde matériel. Pour les personnes n'étant pas des Yordle, tout est décuplé à Bendel. Les couleurs sont plus vives, la nourriture et les alcools laissent un goût en bouche pendant des années, le soleil y est plus brillant, l'eau plus claire et les récoltes plus abondantes. Cela repose cependant sur les dires de personnes affirmant s'y être rendues, et cela n'est évidemment pas une certitude. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est que le temps passe différemment à Bendel. Enfin, pour finir la vidéo, on retrouve le néant. À la naissance de l'univers apparut le néant dans un grand cri, et il s'agit d'une manifestation de la non-existence qui s'étend au-delà. Cette manifestation attend avec une faim insatiable que les mystérieux veilleurs annoncent la fin des temps. Quand le néant entre en contact avec un mortel, celui-ci a une vision torturée de l'irréalité éternelle, pouvant aller jusqu'à le tuer de par la violence que cela représente. Le peu de créatures qui peuplent le néant n'ont pour objectif en réalité que de détruire Runeterra, attaquant aussi souvent que possible les hommes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai conscience qu'elle était très synthétique, mais c'était également le but pour pas rentrer trop dans le détail. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo. Et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.